Franz-Olivier Gisbert, Oui, la Patrick, passion si, pour la mon- politique, la passion, quelqu'un a dit de vous, Franz, que ce qui vous plaît finalement, ce n'est pas tellement l'idéologie, mais c'est le romantisme de la politique. Le romanesque. Oui. Ouais, parce que moi, d'abord, au départ, c'est vrai que je voulais être romancier, et j'ai découvert que dans la politique, mais dans d'autres univers aussi, hein, vous allez voir dans un grand hôpital, peut-être dans un musée, vous avez des histoires balsaciennes, vous voyez, des histoires. Et donc, c'est merveilleux, et c'est ça, évidemment, que je raconte, sans prendre de Oui. gants. Hein. Oui, prenez On pas de va- gants dans bah ce non, livre qui faut pas s'appelle La essayer, Belle non. Époque, histoire intime de la Ve République. Et c'est aussi votre histoire un peu intime, parce que vous tombez presque amoureux de certaines personnalités politiques, vous le dites. Bah oui, bon, pourquoi s'en cacher? Bon, j'ai énormément tapé, par exemple, sur François Mitterrand, à partir de 1980, notamment, et même un peu avant, quand il avait son programme, qui était quand même un programme, totalement archaïque. Et quand, 80, la gauche arrive au pouvoir, bon, en économie, ils font tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Évidemment, tout s'écroule, il faut dévaluer, enfin, c'est la catastrophe, avec un Pierre Mauroy qui essaye d'éponger, d'arranger les choses. Mais enfin, et là, à ce moment-là, je devenais extrêmement violent, mais, comment dire, je n'oubliais jamais que dans les années 70, qui avaient précédé, Mitterrand s'était comporté avec moi un peu comme un Pygmalion, comme il avait fait avec beaucoup de jeunes gens. On dit sans arrêt, De Gaulle adorait les jeunes... Mitterrand, un lapsus intéressant. Mitterrand adorait les jeunes femmes. Mais non, mais il aimait aussi les jeunes gens. Alors, c'était pas pour la même chose, bien entendu, mais il essayait de façonner, en fait, tous ceux qui tournaient autour de lui, avec des phrases absolument magnifiques dont je me souviens encore. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que dans ma vie aujourd'hui, je pense à Mitterrand plusieurs fois par jour, oui, parce qu'il m'avait dit ça, il m'avait dit ça. Il parlait beaucoup. Et il parlait beaucoup, Mitterrand. Alors que Chirac, que j'ai bien connu aussi et que j'ai beaucoup aimé, Chirac, lui, ne parlait pas. Enfin, très peu. On riait avec Chirac. On avait un spectacle absolument en permanence. Bon, ça bouffait. Vous parlez de sa bouche qui dit il absorbait tout. Ah oui, mais c'est incroyable parce qu'il pouvait manger. Des sandwichs comme ça. Attendez, entre chaque repas, des sandwichs comme ça. Et vous dites avec des cornichons et du pâté, des trucs. Enfin, moi, je serais malade. J'aurais été mort au bout de 15 jours. Et vous dites toujours pressé, même pour la chosette. Oui, il était surnommé Hatchoum, vous voyez, ou 5 minutes douche comprise par ses amis du moment. Mais en même temps, comment dire, il y avait quelque chose chez lui c'était un mousquetaire, ça allait vite dans tous les domaines. Et comment dire, il y avait quelque chose de chevaleresque chez lui. Vous voyez, quand vous le suiviez, c'était que du bonheur. Attendez, vous alliez en Corrèze, vous parliez à des communistes, mais communistes de chez communistes. Et vous disiez, ouais, moi je suis communiste, mais enfin, ici, je vote Chirac. Bah oui, parce qu'il était tellement sympa. C'était l'empathie, vous voyez. Il ne s'aimait pas, c'est très important. Il essayait de ne pas avoir l'air trop intelligent pour ne pas énerver le bon peuple, les électeurs. Ça marchait très bien. Et les gens l'adoraient parce qu'il était follement sympathique. Oui, c'est vrai d'ailleurs que De Gaulle avait dit à propos de Giscard, il ne faut pas qu'il soit si intelligent, parce que sinon les gens vont se sentir... Ça va les énerver. Ça va les énerver. Oui, en fait, De Gaulle disait un homme politique doit se forcer à avoir l'air un peu bête. Oui, mais et j'ai remarqué que c'était le cas de Chirac qui faisait tout pour avaler un culte. C'est-à-dire, vous savez, la célèbre phrase où il lit des recueils de poésie sous une couverture de Playboy, comme ça, à l'Assemblée nationale, pour faire croire qu'il lit Playboy, mais en fait, il lit des poèmes. C'est François Giroud qui avait dit ça. Et c'est très vrai. Ça, je l'ai rencontré aussi aux États-Unis avec quelqu'un comme Ronald Reagan, par exemple. Quand on disait qu'il était con, il était ravi. Vous voyez, il a rien à foutre. Mais si on parle de Giscard, vous dites un parfum de savonnette. Giscard fait partie des présidents qui étaient d'une propreté absolue. Ce qui n'était pas forcément le cas de Mitterrand ou même de Chirac. Oui, comme d'ailleurs Macron. Très propres, sont des gens très très propres sur eux. On cherche où est le morceau de boue sur la chaussure. Il n'y en a pas. Hein. C'est tout astiqué. Donc vous diriez presque trop propre. C'est ça, à fond. Oui, je pense qu'ils étaient peut-être... que je ne parle pas de Macron au passé, mais enfin, il ne faut pas être trop propre en politique. C'est-à-dire... Non, c'est-à-dire qu'il faut sentir un peu le foin, vous voyez, la France profonde. C'est très important, la France profonde. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, vous voyez. C'était une époque, je fais le vieux con qui dit c'était mieux avant, mais c'était une époque où vous avez des politiques qui étaient très formés et qui sentaient la France. Hein, ça, c'est vrai. Alors, bon...
De Gaulle était parti, et hélas, De Gaulle a fait un boulot absolument formidable. Hein. Il a remis la France avec un plan de rigueur très violent en 1958. On en a vu les effets après, 6% de croissance, presque 7% à un moment donné. De Gaulle, Giscard en ont profité. Et là, on est dans la période, si vous voulez, où ce sont quand même les héritiers de Gaulle. Même si ce sont en fait les assassins du général, parce qu'en 1969, ils se sont mis à deux au moment du référendum pour flinguer De Gaulle. Oui. Bon. Et après, l'un après l'autre, ils se sont succédés au pouvoir, mais quand même, en gros, en suivant les enseignements du général, vous savez, qui avait quand même pour habitude de présider. Hein. Le général ne présidait, il ne gouvernait pas. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui président, qui gouvernent, et puis qui font aussi des tas d'autres trucs, notamment beaucoup de com'. Vous diriez, par exemple, vous dites que Macron, c'est quoi, Giscard le Petit? C'est comme ça que vous le surnommez? Ouais, mais enfin, c'est un mot, faut pas exagérer. Mais si vous voulez, vous avez... je dis que Giscard, d'ailleurs, c'est De Gaulle le Petit, parce qu'il s'inspire beaucoup du général De Gaulle. En fait, chacun est le petit du précédent, donc ça dégringole. Hein. Ça veut dire que oui, effectivement, c'est plus en plus petit. Et c'est-à-dire que le problème de Giscard, c'est que lui, il arrive avec l'idée quand même de rassembler 2 Français sur 3, et c'est la même stratégie, la stratégie de Macron, qui est un peu de casser le système, droite-gauche, et de gouverner avec un noyau central. Et donc, 2 Français sur 3 pour Giscard. Bon, ça n'a pas trop marché à la fin, c'était peut-être 1 sur 2, un petit peu moins d'1 sur 2. Et puis, pour Macron, aujourd'hui, c'est 1 sur 3, quoi. C'est pas... Oui. Voilà, c'est évidemment, c'est pour ça qu'on l'appelle Giscard le Petit, parce qu'il est c'est un peu en dessous. Alors, vous racontez des anecdotes dans ce bouquin, c'est absolument fascinant. Tiens, quand même, un jour, vous avez rendez-vous avec Mitterrand rue de Bièvre, vous l'attendez, il est en retard, vous attendez à le voir descendre, ouvrir la porte de l'immeuble, mais en fait, non, il arrive par la rue, comment dire, vous sentez qu'il n'a pas très bien dormi. À mon avis, avec la chemise de la veille, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, on avait un rendez-vous, c'était important parce que j'ai essayé de soutirer des poèmes. D'ailleurs, j'ai publié dans mon premier livre. Et des poèmes qu'il avait écrits à des jeunes dames, évidemment, j'imagine. Et je fais une petite blagounette, vous voyez, du genre, vous avez fait la tournée des Grands-Ducs, un truc comme ça. Et il me répond en se marrant. Parce que, contrairement à l'impression qu'il pouvait donner, vous pouviez taquiner Mitterrand ou rigoler avec lui. Quand il était dans les bons jours. Parce que quand il était dans les mauvais jours, c'était pas la peine d'essayer. Il vous fait comprendre qu'il apprécie pas trop l'amant de sa femme qui vit au rez-de-chaussée dans l'immeuble. Oui, parce que... Non, mais parce qu'il a fait quand même comprendre qu'il y a l'amant de sa femme, Daniel, qui vit au rez-de-chaussée. Oui, c'était l'accord qu'ils avaient entre eux. Hein. Mais il aime pas trop. On était bien avant 81, d'ailleurs. Et oui, visiblement, ça le gêne un peu, parce que, il a une façon d'entrer dans la chambre qui est pas terrible, de commencer à se servir de chair. Parce que c'était après un déménagement, il y avait des tas de cartons dans sa chambre, et on a commencé à fouiller dans les cartons. J'étais un petit peu gêné pour le monsieur, qui était d'ailleurs très gentil par ailleurs. Monsieur Jean, oui. Voilà, c'est ça. Alors, autre drame, c'est Pompidou. Vous dites, au fond, il est mort, et le peuple entier le voyait malade. Il était le seul à ne pas savoir qu'il allait mourir, ou qu'il était malade. Enfin, on ne rit pas, parce que c'est triste, c'est une tragédie. Et même Poniatowski, qui était son ministre de l'Intérieur, vous dit, un jour, vous prend entre 4 yeux. Je me souviens, c'était une scène très très forte, parce que c'était quelqu'un de... bizarrement un peu timide, Poniatowski, donc il rougissait quand il disait des choses importantes, et là je me souviens qu'il avait rougi en me disant, il n'a pas pu s'empêcher de me dire les informations qu'il avait, et tout le monde le disait, tout le monde était au courant. Je crois que le problème de Pompidou, c'est comme certains malades du cancer, on le sait quand on fréquente les cancérologues, ce qui m'est arrivé, certains malades, ils veulent pas voir, ils veulent pas savoir. Et donc le médecin, il va pas leur mettre les papiers sous le nez, s'il veut pas savoir, il veut pas... Et Pompidou, qui avait une maladie du sang rare, mais qui tuait, qui a beaucoup tué. Boumedienne, par exemple, l'ex-président algérien, c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de savoir et qui a été élu alors qu'il avait cette maladie, qu'elle était diagnostiquée, et que beaucoup de gens dans le système, à commencer par les médecins... Savait qu'il avait pour 10 ans à vivre, maximum. Oui, quand la maladie se déclare. Parce que, mais en fait, clairement, elle s'était déclarée, puisqu'il commençait à avoir quelques symptômes, et puis après, c'est allé très vite. Oui, personne. Mais à la fin, il croit, non, ce sont des hémorroïdes, j'ai du mal à marcher. Enfin il raconte des sornettes. Ce qui est formidable, alors là, on croise évidemment, pour les plus anciens, Chaban-Delmas. Vous faites un beau portrait d'ailleurs de Jacques Chaban-Delmas. Je l'aimais bien parce que... énormément, qui est Premier ministre de Pompidou, qui agace Pompidou avec son idée de nouvelle société. Il pense qu'il va faire entrer la gauche à l'Élysée. Vous savez pourquoi je l'aimais bien? C'est parce qu'il était gentil. Très gentil. Le monde politique, ils ne sont pas toujours très gentils. Il était bienveillant, vous voyez. Il allait toujours très vite parce qu'il avait plein de rendez-vous. C'était un grand cumulard, vous voyez. Donc, il était toujours pressé. Il fallait prendre un avion, etc. Donc, il avait tendance à serrer la main et à partir. Oui, etc. Mais il était intelligent, courageux. Et
sous prétexte qu'il était gentil, on le prenait pour un con. Mais il n'était pas con du tout. Oui. Et c'est vrai que je me souviens de conversations passionnantes avec lui. Oui, ben enfin, ça va. Et De Gaulle avait toujours rien fait pour lui. Il le trouvait trop accommodant, trop radical socialiste, mais De Gaulle avait une certaine Oui. admiration. Souvenez-vous, général de brigade à 29 ans quand même, Chaban Oui. Delmas. Vous vous rappelez quand même la campagne électorale catastrophique avec Malraux. C'était triste. J'ai voté pour lui, bien sûr, parce que Avec les Malraux, causes perdues. Ah oui, quand j'ai vu avec Malraux, j'avais tellement de peine pour les deux. D'ailleurs, il était tout Malraux, jaune, vous vous souvenez, ouais. sur les images. Bourrétique, Malraux était tout ouais. rouge, lui, c'était différent pour des raisons différentes. Vous voyez ce que je veux dire. Et en revanche, le vin rouge et Chaban Delmas, lui, était tout jaune. Vous vous souvenez. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce couple et c'était affreux. C'était vraiment un naufrage. Il parlait d'informatique, de trucs qu'il ne comprenait ni l'un ni l'autre. Enfin, c'était affreux. Oui, on voit d'ailleurs les Jacques Chaban-Delmas, jeune, Fringant toujours. toujours fringant, qui Très descendait, sportif, montait les escaliers 4 à 4. Hein. Ah ouais, et puis joguer, il faisait du tennis, c'était formidable. Alors là, c'était lui, hein, c'était pour lui, hein, il devait gagner. Hein. C'est comme quoi la politique, hein, c'est... Oui, il y a un truc qui n'allait pas. Et c'est vrai que moi, j'étais triste parce que c'était un peu la fin du gaullisme et le fait qu'il était battu comme ça tellement largement, c'était un peu... Voilà, j'étais un peu triste. En 1974, j'ai pas pu m'empêcher de voter pour lui. Alors, vous racontez, parce que derrière ça, après donc, les années Giscard, il y a la question de l'immigration, du regroupement familial, dont vous parlez beaucoup. Donc Giscard vous en parle tout le temps. Oui, directement. Alors Giscard, il c'était comprend quelque pas. chose un peu obsessionnel chez lui. Obsessionnel parce qu'il dit mais non, mais c'est pas moi. Pourquoi on dit toujours que c'est moi le regroupement familial? Non, j'ai essayé. Barre d'ailleurs avait essayé de serrer vraiment la vis et tout ça avait été retoqué par le Conseil d'État. Et puis d'ailleurs il y avait pas vraiment de majorité à l'époque. Ça commençait, c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que ce sont des décisions du Conseil d'État. Et le Conseil d'État finalement a pris le pouvoir dans la politique d'immigration. C'est ça qui est incroyable. On voit très bien qu'aujourd'hui on a des politiques, si vous voulez. On passe, enfin, certains politiques vous expliquent toujours la faute à l'Union européenne, s'il y a ceci, s'il y a cela. Moi, je constate qu'on peut faire des politiques économiques débiles, où on jette l'argent par les fenêtres, comme en France, avec des gros déficits et beaucoup d'endettement, et puis des politiques économiques intelligentes, comme en Allemagne. Mais je citais aussi le Danemark, où il y a beaucoup de dépenses publiques, comme chez nous, à peu près le même taux, où il y a beaucoup également d'impôts, de ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, comme chez nous, et pourtant, il n'y a pas d'endettement, il n'y a pas de déficit, c'est-à-dire on gère. On ne peut pas gérer plus mal. Bon, ça, c'est la différence. C'est vrai que ce n'est pas la faute à l'Europe. En revanche, je pense qu'il y a des responsabilités. Et la responsabilité, c'est peut-être aujourd'hui, nous n'avons pas une classe politique qui prend des décisions, qui décide. Ça fait longtemps que ça dure. Il y a un côté tétanisé. Les lapins devant le phare de la voiture, comme s'ils avaient peur du peuple. Ils avaient peur d'avancer. Or, la politique, c'est prendre des risques, c'est proposer des choses. Et puis, c'est surtout ne pas se laisser grignoter par la justice, par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel, par la justice européenne, etc. Et c'est de dire, de temps en temps, non, c'est fini, allez, on arrête. Et puis, quitte à faire un référendum, pour comment dire, redonner le primat à la représentation populaire. On vote, les Français votent, ce serait bien que ce soit eux qui décident, et pas un comité tarpent-tampion avec quelques magistrats, un peu d'hermine par-dessus. Non, il faut quand même, là-dessus, je pense qu'il faut reprendre les choses à zéro. Oui, vous dites au fond d'ailleurs que beaucoup de problèmes d'aujourd'hui, en leur fermant dans ces années-là, qu'on croyait les années heureuses. Ce sont des années heureuses, parce que si vous voulez, quand vous pensez à ce qui s'est passé avec les deux chocs pétroliers monstrueux, 1973, que Giscard a géré, puisqu'il a été élu l'année suivante, après 1979, bam, etc. Et quand Giscard quitte le pouvoir pour laisser les clés à François Mitterrand et à la gauche, il n'y a pratiquement pas d'endettement, il y a très peu de déficit, etc. C'est-à-dire ils ont géré au mieux. Et les Français suivaient ça quand même. Pendant cette époque, ils étaient restés un peu dans l'idée du général, qui n'était pas un grand économiste, mais qui avait compris que c'est quelque chose qu'il faudra apprendre à ses successeurs. 1 + 1, ça fait 2. Vous voyez, mais j'ai souvent l'impression qu'ils n'ont même pas le niveau école primaire. Vous voyez, dans la façon de voir l'économie, même s'ils ont fait des études très, de belles études, hein, à commencer par le dernier des présidents, l'actuel. Il a fait de très belles études. Même si c'était peut-être un petit peu moins bonne que celle de Bruno Le Maire, ou surtout de Laurent Wauquiez, d'ailleurs, qui lui était premier partout, major, etc. Mais bon,
Il a quand même très bien réussi. Oui, alors, à l'école. Dans ce bouquin, vous racontez cette idéologie, vous travaillez au Nouvel Observateur. Alors, où il y a beaucoup de gauchistes, mais tout ça vous racontez le gauchisme, le maoïsme, le trotskisme. Il y a des maoïstes, il y a beaucoup de maoïstes pendant cette période, beaucoup de maoïstes. Extrêmement, alors, évidemment, sur Sartre, par exemple, vous dites une nullité. Vous dites, alors Sartre, qui est quand même... Fausse valeur. Oui, non, mais vous dites... Non, mais attendez, c'est incroyable. Vous dites, ces bouquins, il y a un par un, tout le reste était nul. La France entière était agenouillée devant cet homme qui écrivait des romans que plus personne ne lit aujourd'hui. La nausée, tous ces trucs-là. Enfin bon, bref. Des pièces de théâtre qui sont quand même d'un ennui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ne sont pas jouées. La putain respectueuse, tous ces trucs, huis clos, etc. C'est presque plus joué. Et puis, bon... Mais vous lui reprochez ces qui a écrit un livre magnifique sur son enfance. Les mots que j'adore. Hein, c'est un très grand livre avec des phrases absolument superbe. Donc il n'est pas nul en tout. Mais dès qu'il ouvrait la bouche en politique, c'était affreux. C'était une succession de... Vous savez, c'est un type qui n'a pas eu une occupation très, très... Enfin, voyez, vous dites pendant l'occupation, il n'a pas été clair. Voilà, j'allais trouver une formule encore pire que ça, mais c'est pas bien parce que, disons qu'il a pas été résistant du tout. Il a même été un peu pire que ça, sans être collabo. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites qu'il aurait pu être jugé comme Sacha Guitry l'a été. Voilà, tout à fait, puisqu'il y a des pièces de Sartre qui ont été jouées pendant l'occupation avec les officiers de la Wehrmacht, quand même. Et puis j'imagine qu'il y avait... après, ils ont bu un coup de champagne ensemble, mais il n'y avait pas, comme pour Sacha Guitry, la photo clic-clac avec... quand ils ont trinqué, mais enfin, il ne s'est pas gêné. Et après, à la Libération, il a fait comme plein de gens. Il s'est allé derrière le Parti communiste pour se protéger. Donc il est devenu plus à gauche que jamais. Il était à gauche toute. Et puis ça a continué comme ça marchait, que les gens aimaient ça. Et d'ailleurs, les interviews sont très bonnes. Mais c'est dément. C'est des appels au meurtre. C'est quelqu'un regardez. Il a fait des appels au meurtre. Quand même, il y a la préface d'un livre de Frantz Fanon qui est magnifique, qui est son plus beau livre, où il écrit dans la préface qu'il faut tuer les Européens à l'époque de la guerre d'Algérie. Enfin, et Frantz Fanon est très gêné parce que Frantz Fanon n'est pas, comment dire, il aime pas les appels au meurtre, vous voyez. Donc c'est ça, ce personnage qu'on admirait. En particulier. Alors vous reprochez, vous dites Le Monde à l'époque, le journal était une espèce d'organe central de la République populaire chinoise. Et vous dites au fond, oui, le journal Le Monde c'était juste incroyable parce qu'on parle toujours du Cambodge, mais enfin on lisait, il y avait un correspondant notamment, on avait l'impression que c'était vraiment, le journaliste officiel de la Chine populaire. Mais donc, attention, qui massacrait, n'oubliez jamais, 70 millions de morts. Mao est certainement l'un des plus grands tueurs de l'histoire de l'humanité. Et vous dites ça, un assassin. Mais on le savait, parce qu'on lisait le petit livre rouge. Moi, à l'époque, à ma culture politique, on voyait très bien. Puis il y avait des informations qui arrivaient. Et puis il y a eu des livres qui ont été publiés, des livres, des témoignages. Et puis surtout, le petit livre rouge, il fallait éradiquer la vermine, etc. Enfin, ces gens-là, ils parlaient comme ça. Et on a fait semblant, on ne voulait pas savoir. Oui. Et puis c'est comme c'est le camp du bien, voilà, on est passé à autre chose, et ces gens-là n'ont pas de compte à rendre. Du bien, au fond, vous dites mais oui, mais le camp du bien, c'est quoi? C'est ces gens qui peuvent dire et raconter n'importe quoi, et qui de toute façon n'ont pas de compte à rendre. Et c'est anormal, puisque en principe, dans cette vie, on doit avoir des comptes à rendre. Comme journaliste, j'ai des comptes à rendre, et j'en rends, comme écrivain aussi, parce que mes lecteurs me demandent des comptes, et on doit tous en rendre. Donc, et ça paraît logique. Vous racontez Philippe Solers, par exemple. Oui, mais ça, si vous voulez... des maoïstes, sont des gens... Mais oui, mais c'est des gens... C'est une sorte de je m'en foutisme, de laxisme intellectuel, idéologique total. Alors aujourd'hui, j'entends dire, il n'y a plus d'intellectuels. Eh ben, franchement, je préfère nos intellectuels d'aujourd'hui à ceux d'hier qui racontaient que des conneries à la jeunesse. Je pense à... vous avez dit Sartre, vous avez dit Solers, vous avez dit Roland Barthes, etc. Enfin, la liste est longue. Ben, aujourd'hui, vous avez Elisabeth Badinter, Elisabeth de Fontenay, Michel Onfray, enfin, Jean-Claude Michéa, enfin, je sais pas. Et on a des intellectuels en France. Simplement, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ils n'appellent plus au meurtre. Ils disent moins de conneries et ils ne soutiennent pas des régimes criminels. Voilà, parce que Mao est un des plus grands criminels de l'histoire. Mais alors, vous parlez de meute. Vous dites, au fond, on ne peut pas obéir à cette meute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de vague comme ça où vous dites il faut résister pour permettre à la liberté d'expression. Vous avez raison, mais je dois dire que dans ces années 70,
il était relativement facile de résister à la meute. J'avais des tas de copains, par exemple, parmi les grands intellectuels, d'ailleurs, on pourrait citer aussi Jacques Julliard, qui est un intellectuel qui s'est jamais trompé. Hein, grand historien, et collaborateur au Nouvel Observateur, c'est là que j'ai rencontré. C'est quelqu'un qui ne se trompait jamais sur rien. On va chercher et voilà. Donc, des grands intellectuels, nous en avons en France. Simplement, c'est vrai, ce ne sont pas des gens qui se trompent systématiquement. Pour moi, un intellectuel, c'est pas forcément quelqu'un qui essaye de nous vendre une dictature. Vous voyez, voilà, il y en a toujours qui admirent, je sais pas ce qui se passe au Venezuela, où il y a, je sais plus, 5 millions de personnes qui ont fui la misère, la mort, alors que c'est un des pays les plus riches du monde. Oui. L'argument était on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous citez toujours cette phrase. Mais c'est atroce. Mais combien de fois je l'ai entendu. Mais dans les conférences de rédaction du Nouvel Observateur, quand ça a explosé de tous les côtés, il y a toujours un connard qui disait au fond, ouais, mais de toute façon, bon, c'est peut-être pas bien ce qu'ils font, les Viet Cong ou je ne sais pas qui, ou les Mollahs, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Vous savez, parce qu'évidemment, tous ces connards, ils ont défendu également la révolution iranienne. Les Mollahs, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est comme ça, d'ailleurs, depuis longtemps. Et ce régime tient, je ne sais pas par quel miracle, il a dépassé les 40 ans de durée de vie. C'est un régime qui fait énormément de mal et qui est fait. C'est pas seulement un régime policier, c'est un régime corrompu. Comme beaucoup de ces régimes, voir la Russie que défendent un certain nombre de poutinolâtres français, la question corruption, je crois que c'est gratiné. Hein, on sait très bien avec ce qui se passe avec les oligarques, qui meurent d'ailleurs les uns après les autres, mystérieusement, on ne sait pas trop pourquoi. Et il y a certainement des comptes à régler avec Poutine en ce moment. Oui. Alors, à un moment donné, vous rappelez combien certains de ces intellectuels ont soutenu la pédophilie. C'est quelque chose qui la pétition pour la pédophilie dans le journal Le Monde, il faut bien dire. Il y a Aragon, il y a... oui, bien sûr, il y a Foucault, enfin il y a toute une série de grands... Foucault, que vous rencontrez, que vous connaissez. Roland Barthes, etc. Enfin bon, mais Foucault, j'ai toujours eu un fait, parce que d'abord j'aimais beaucoup un de ses livres qui s'appelle L'éloge de la... sur son grand livre sur la folie, les mots et les choses aussi. Il est arrivé de dire des bêtises, il en disait beaucoup. Oui, bien sûr, il en disait beaucoup. Mais tout le monde en disait beaucoup. Simplement, il y a peut-être moins de violence chez lui. C'était quelqu'un qui avait une forme de douceur dont j'ai toujours tendance un peu à l'exonérer parce qu'il n'était pas dans la haine et la violence des autres. C'était pas ça, on le voyait dans le maoïsme. Mais ce qui a, à mon avis, coûté cher à la France, c'est que les maoïstes, ils prêchaient la violence, mais ils la faisaient pas vraiment. Un peu, mais pas vraiment. Et en Allemagne, en Italie, il y a eu une espèce de césure entre la gauche non communiste, socialiste ou libertaire, ou comme vous voudrez, ou la social-démocratie, et d'autre part, et les gauchistes. Et les gauchistes qui étaient quand même pas seulement révolutionnaires, terroristes, c'était du terrorisme. Des centaines de morts en Italie, en Allemagne. Nous, il n'y a pas eu ça. Bien vu par certains intellectuels en France. Bien vu, bien entendu. Mais nous, justement, à cause de ça, on a fait comme si c'était la même gauche. C'est-à-dire l'extrême gauche, la gauche, c'est pareil, etc. Alors que l'extrême gauche, pour ce qui est de l'Allemagne et de l'Italie, c'était des fascistes de gauche. Et en France aussi, les Black Blocs, sérieusement, ce sont des fascistes de gauche. Ou des fascistes tout court, d'ailleurs, pour une part les éco-terroristes. Enfin, tout ça, si vous voulez, il y a une confusion mentale en France que vous n'avez pas ni en Italie, ni en Allemagne, qui ont été sauvés à cause de des folies et des délires de leurs gauchistes qui ont tué autant qu'ils pouvaient. Vous savez de ces années, notamment avec les Brigades Rouges, c'était atroce. Puis un Premier ministre italien, président du Conseil, qui a été tué à mais au fond, derrière ça, François-Louis Gilbert, vous dites quoi? C'est l'idéologie de mai 68 qui a commencé dans ces années-là que vous racontez dans ce livre, parce que, et qui, au fond, aboutit au wokisme, non, mais c'est difficile parce que... À la repentance, déjà, dites-vous, a commencé déjà à l'époque. Oui, elle a commencé à l'époque, c'est vrai. Mais vous avez mai 68... en mai 68, c'est, c'est un mouvement qui est politique, mais c'est aussi un mouvement sociétal. C'est les deux en même temps. Et on ne peut pas mélanger les deux. Parce que y a ceux qui approuvent le mai 68 politique. Moi, par exemple, qui était très anti-68A, anti-gauchiste, vous voulez, dans ce sens-là, c'est vrai que j'aimais bien la contestation de l'autorité, l'idée de contester l'autorité, que les mandarins aient aussi des comptes à rendre et qu'ils ne soient pas là comme ça avec leur suffisance. Ça m'a beaucoup plu, ça. Je ne veux pas dire le contraire. Il y avait aussi la libération des mœurs. Une forme de révolution sexuelle, disons, qui était assez amusante, même si on s'en est vite lassé, mais c'était amusant. Donc, c'est pas, la révolution
c'était un bloc, disait Clémenceau à propos de celle de 1789. Mais la révolution de 1968, pour moi, c'était pas un bloc. Donc, ce qui est sûr, c'est que le gauchisme, qui est apparu à cette époque, avec ses enfants trotskistes, qui sont encore très nombreux, qui sont en général d'ailleurs dans le business, qui font du fric, ou qui sont dans les médias, qui font du fric aussi, et puis qui restent trotskistes dans le fond, puisque trotskiste un jour, flic toujours, n'oubliez jamais. C'est un vieux slogan. Mais ces gens-là, et c'est effectivement, ils ont été la matrice de ce qui allait venir après, c'est-à-dire une extrême gauche, parce que il y a aujourd'hui une extrême gauche en France, il faut dire les choses par leur nom, appeler les choses par leur nom, appeler un chat, comme disait Aragon, c'est l'extrême gauche qui a pris le pouvoir à gauche. Mais ça ne durera pas, c'est absurde. C'est absurde quand je vois, le Parti socialiste, quand on voit ce qu'il est devenu, on se dit ça ne pourra pas durer, ou il disparaîtra et il y aura un autre parti qui viendra à sa place. Mais ça peut pas continuer comme ça, c'est évident. Oui, mais alors derrière tout ça, vous dites au fond l'idée de nation. Parce qu'on sent bien. Il y a d'ailleurs. Oui, mais ça. Je montre que c'est le Figaro Magazine qui vous a mis en couverture. On va dire, il y a François Hollande qui dit du bien de vous, Nicolas Sarkozy qui dit du bien de vous, qui parle de vous. Mais au fond, vous dites quand même, l'idée de nation, ça vous embête qu'est-ce que c'est devenu, quoi, aujourd'hui? Oui, mais je fond, pense que ça reviendra. Vous qui êtes... Oui, mais Oui. attendez, si vous restez dans les pas du général de Gaulle, ça c'était le tome précédent, mais vous voyez bien que la France, elle a toujours été refaite. La France, ça fait des décennies, ça fait des siècles presque. On dit qu'elle va mourir. Il y avait des mouvements dans les années au 19e siècle qui disaient déjà c'était fini, ce qu'on a appelé les décadentistes. Vous vous souvenez? J'en parle dans ce livre. Et donc il y a une espèce. Puis on aime bien l'autoflagellation. On est des clisses. Mais ce pays est formidable. Moi, alors peut-être que je l'aime avec les yeux du nouvel arrivant. Je suis pas né en France. Mon père était américain. Non, voilà. Et j'aime ce pays, mais comme un fou. Mais je suis pas le seul, parce que je me rends compte de quelque chose, c'est quand, par exemple, j'ai fait l'autre jour dans le point éditorial qui était intitulé « Fier d'être français », j'ai reçu un nombre de textos incroyables, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre ce discours. On est un beau... Et on peut plus transformer l'histoire, le roman national. Hélas, le président l'a un peu laissé faire, et c'est vraiment dommage, comme si la France avait été, le pays qui, après s'être vautré dans l'esclavage, s'était vautré dans la colonisation, après avoir vu son moment pétainiste. Vous voyez, c'est pas vrai, c'est pas ça seulement la France. La France, c'est aussi Jeanne d'Arc, c'est Victor Hugo, ce sont des grandes pages moi, je reste effectivement, je suis, jusqu'à ma mort, je serai fier d'être français et je suis heureux de vivre en France. Je suis pas tout seul. Hein. Oui. Je suis pas tout seul. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'immigrés. C'est frappant. Il y a tout un mouvement de ce côté-là, vous voyez, autour par exemple, du printemps républicain. Je vois qu'ils sont dans cet état d'esprit. Voilà, on a envie de défendre ce pays qui est un beau pays, qui a des belles valeurs. Oui. Et je participerai pas, disons, parce que, vous voyez, de ce point de vue, je m'écarterai toujours de ceux qu'on appelle les déclinistes, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Là, on tombe. Un jour, on va toucher le fond. Et c'est peut-être pas encore maintenant. Mais on dit qu'après avoir touché le fond, on bondira. mais oui, mais bien sûr, on repartira. Mais attendez. Mais il y a un personnage dont vous tombez amoureux, au sens évidemment figuré, c'est Simone Veil. Vous le racontez dans ce livre. Il y a une image, un moment extraordinaire où vous êtes chez elle, place Vauban, dans son grand appartement, et vous la voyez comme ça, vous la décrivez, elle tire des clopes. Oui, c'était. Je ne sais pas si fume. fumait chez elle, mais c'était le moment terrible de la surpression au moment de la loi sur l'avortement. Donc elle était dans un état. Vous êtes à l'Assemblée, vous pleurez. Ah vous oui, dites que vous pleurez. Hein. Ah oui, mais j'étais j'étais complètement énamouré parce qu'elle menait un combat extraordinaire contre beaucoup de gens. C'était compliqué. Alors, il y a la gauche qui a voté pour, mais il y a une grande partie de la droite qui a voté contre, même si Jean-Luc Anouilh, qui était le démocrate chrétien à l'époque, a tout fait pour l'aider en cachette. Alors là, vous la voyez tirer sur sa clope en train de dire « Oh, les salauds, oh, les salauds ». Ah, Elle dit ça. Elle a ces mots-là. Ah, mais elle a toujours été comme ça. C'est une femme dure. Hein. Elle a une vie dure et du coup, c'est vrai que même dans l'expression, elle avait parfois des formules terribles. Oui, elle est la France, quelque part, la France que vous Oui, avez. elle est cette France, bien sûr, mais plein de gens... Enfin, c'est magnifique, je dirais. Simone Veil, bien sûr. Joséphine Baker, qu'est-ce que j'étais content quand je l'ai vu rentrer au Panthéon. Mais qu'est-ce que c'était... Mais quelle bonne idée, vous voyez. Donc, mais non, on est tous la France. Oui.
Merci, hein, François-Olivier Gisbert. La belle époque. Non, vous ne Ouais, regrettez ouais. pas ce titre, vraiment. Non, non, la belle époque, parce Pourquoi que... parce que vous étiez jeune et... C'était mieux avant, mais oui, oui, mais la belle époque, mais elle n'est pas finie, la belle époque. Et vous verrez qu'elle reviendra. On prend le pari? Ouais, allez, vous reviendrez pour... Oui, dans 20 ans, je reviendrai pour la belle Dans époque. 20 ans. Oui, oui. Allez, François-Olivier Gisbert, lisez cette histoire intime de la Ve République. 2e volume, c'est savoureux, c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup, France.